nous allons démarrer cette table ronde. Donc, pour cette table ronde, nous avons sélectionné deux thèmes et ensuite par Alessandra Cadrelli et François Ozanam, qui sont actifs à la section 14 du Comité national. Donc, l'organisation de la table ronde, c'est plutôt de donner d'abord la parole aux orateurs pour qu'ils introduisent leurs thématiques et qu'ensuite, on laisse le temps pour les questions et la discussion. Donc, très rapidement, donc Pascal Barbier est donc, ces thèmes de recherche sont en particulier la sociologie du travail et de l'emploi et l'articulation travail-famille. Et il s'est en particulier intéressé aux postdoctorants et postdoctorantes et comment leur genre, l'origine sociale et la relation travail-famille influent sur l'obtention d'un poste définitif dans la recherche fondamentale. Donc, c'est ce travail qu'il va présenter et qui va donc permettre d'introduire une discussion sur cette question de l'articulation travail-famille, en particulier pour les doctorants et les postdoctorants, les doctorantes et les postdoctorantes. Et le deuxième thème sera introduit et donc ensuite animé pendant la discussion par Alessandra Cadrelli et François Ozanam. Donc Alessandra Cadrelli est directrice de recherche au CNRS, au laboratoire chimie, catalyse, polymères et procédés de Lyon. Et elle est membre du bureau et référente parité de la section 14 du Comité national de la recherche scientifique. Et François Ozanam est lui directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique de la matière condensée à Palaiseau. Et il est lui président de la section 14 du Comité national de la recherche scientifique. Donc le thème de leur intervention, c'est améliorer l'évaluation des chercheurs et chercheuses au CNRS. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est suite à une demande du président du CNRS faite au Comité national d'améliorer la parité dans leurs propositions de promotion, la section 14 a mené une réflexion approfondie sur les biais possibles dans l'évaluation des chercheurs et l'analyse des critères d'évaluation. Et leur travail, donc c'est un travail qui a été vraiment dans la durée et très approfondi, a conduit à l'adoption par la conférence des présidents du Comité national de recommandations pour favoriser la parité, la diversité et une évaluation non discriminatoire. Donc, je donne tout de suite la parole à Pascal Barbier, que je remercie d'avoir bien voulu participer à cette conférence de physiciens et physiciennes, lui qui est sociologue. Donc, Pascal, vous avez la parole. Bonjour. Merci à vous, merci pour l'invitation. J'espère que ma connexion Internet sera suffisamment solide pour que vous m'entendiez un petit peu. Oui, effectivement, je viens vous présenter une recherche sociologique donc, qui date un petit peu, qui a été faite en 2013-2014, que j'avais présentée au CNRS il y a quelques temps, et j'imagine que c'est pour cette raison-là que en essayant de comprendre un petit peu leurs expériences, donc plus précisément en s'interrogeant sur ce qu'on appelle en sociologie du travail leur rapport au travail. Voilà. Quelles tâches ils font, qu'est-ce qu'ils pensent de ces tâches, quelles relations professionnelles ils entretiennent, qu'est-ce qu'ils en pensent, quelle gratification ils en retirent, quelle pénibilité ils vivent, etc. Faire une sociologie en fait, du travail de la recherche qui est passif. Alors, ce que je vais faire ici, j'ai noté un peu moins de 20 minutes pour introduire le propos et j'essaierai d'être le plus court possible pour être le moins ennuyeux possible. C'est d'abord revenir sur nos hypothèses et puis ensuite sur quelques résultats et quelques conclusions qu'on peut en tirer rapidement. Alors, nos constats de départ d'abord. Au début de cette recherche, ils étaient ceux que partagent l'ensemble des chercheurs qui s'intéressent au sort des jeunes chercheurs, c'est-à-dire de fortes inégalités entre les hommes dans l'accès au poste de chercheur stable. Donc, des inégalités de genre, des inégalités de classe qui sont probablement documentées, mais pas moins féroces et solides, mais dont je ne parlerai pas ici. Donc, plutôt des inégalités de genre qui sont connues donc, et qui consistent en une déperdition progressive des femmes à mesure que l'on monte dans la hiérarchie scientifique. Et les mécanismes à ce sujet, je ne vous apprends rien, sont maintenant très bien identifiés. Cette déperdition des femmes à mesure que l'on monte dans la hiérarchie scientifique tient d'abord à un accès inégal à la reconnaissance scientifique qui tient lui-même
à une division genrée du travail scientifique, où les femmes sont plutôt se consacrent davantage de temps à des tâches qui sont moins rentables que celles qu'occupent par exemple les hommes. Donc une division du travail de la recherche qui au désavantage des femmes, et cela s'inscrit plus généralement dans une division genrée du travail à l'échelle du travail professionnel dans son ensemble. D'autres mécanismes qui sont bien identifiés touchent, et là c'est encore plus problématique, des pratiques d'infériorisation des femmes, diffuses ou explicites, lors de moments clés comme les concours de recrutement ou les moments d'évaluation. Alors, ces mécanismes, certains ont été nommés, par exemple le leaky pipeline, le tuyau percé qui explique la déperdition à mesure que l'on monte dans la hiérarchie scientifique, ou bien sûr le plafond de verre. Et puis bien d'autres notions encore qui tentent de restituer un petit peu les logiques qui écartent en moyenne davantage les femmes que les hommes de l'accès à des emplois stables. Mais de notre côté, on s'est intéressé en fait à un autre levier potentiel d'explication qui est complètement lié à ce que je viens de décrire, hein, qui n'est pas du tout indépendant, mais qui était selon nous un petit peu délaissé. En tout cas, on a formulé l'hypothèse qu'il y avait un autre levier d'explication à envisager, un autre facteur d'inégalité de genre qui explique donc ces inégalités et qui s'encastre dans les précédents éléments que... En fait, l'hypothèse que l'on a formulée, c'est que dans l'accès à un emploi stable, les individus ont une situation d'inégalité pour se conformer aux attentes de l'institution, donc on va dire la science hein, dans son ensemble, mais les institutions qui l'incarnent, en situation d'inégalité pour se conformer à ces attentes institutionnelles du fait de leur situation privée, du fait de leur configuration privée, de leur situation familiale. Et pour comprendre cette hypothèse, il faut un petit peu revenir sur justement quelles sont les attentes des institutions scientifiques envers les candidats et envers ses membres. Et pour comprendre un petit peu ces attentes, on a mobilisé un concept sociologique, un vieux concept sociologique d'un sociologue fonctionnaliste américain qui s'appelle Lewis Coser, pour décrire certaines institutions sociales, à parler de greedy institutions, qu'on a traduit par des institutions gourmandes ou des institutions voraces, c'est-à-dire des lieux de la société, des institutions telles que l'université ou la recherche, qui sont très fortement désirées par ses membres, qui veulent y donner beaucoup de temps, qui ont le sentiment de devoir y donner beaucoup de temps, consacrer du temps, des institutions qui sont très attractives et qui sont vécues sous le registre de la vocation. Et puis dans le même temps, ce sont des institutions qui sont gourmandes parce qu'elles demandent beaucoup en termes d'investissement. Or, ces individus donc, qui candidatent à cette institution gourmande, les post-doctorants, sont pris du fait du moment de vie dans lequel ils sont, autour de la trentaine, hein, globalement entre 30 et 40 ans, en prise avec une autre institution pas moins gourmande qui est la famille. Et c'est cette réunion de deux institutions gourmandes, donc concurrentes, qui peut expliquer, selon nous, l'inégale capacité qu'ont les individus de se conformer aux attentes de la recherche et de l'université. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette problématique que l'on a soulevée, elle est thématisée en sociologie et dans le débat public en règle générale, à travers le terme de la conciliation travail-famille, un terme dont vous êtes très certainement familier, hein, qui a irrigué le débat public depuis de nombreuses années et qui considère que les individus sont pris dans des activités sociales concurrentes qu'ils doivent articuler au quotidien, travailler, s'épanouir individuellement, entretenir leur famille, s'investir dans la cité, etc. etc. Et ce travail de conciliation fait l'objet d'études dont les nôtres, et à ce sujet, eh bien, on peut considérer que les post-doctorants sont un cas où ce problème est particulièrement saillant. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on a formulée. Alors, quels sont les post-doctorants qui nous ont concrètement, quel est le terrain d'études qu'on a retenu? On s'est intéressé à un poste qui s'appelle chargé de recherche au FNRS, au Fonds national de la recherche scientifique, donc du côté en Belgique. Les chargés de recherche, ce sont des chercheurs post-doctorants qui ne sont pas encore chercheurs titulaires, donc, et qui se voient confier un mandat de 3 ans, renouvelable pour 1 année, pour effectuer une recherche
pour laquelle ils ont formulé un projet de recherche et sur lequel ils sont sélectionnés. C'est un mandat de recherche particulièrement désirable, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, qui conduit à une forte compétition et en fait, qui est un petit peu dans le paysage scientifique belge, mais aussi international, considéré comme étant un point d'ancrage assez fort, un bon indicateur de la bonne performance d'un chercheur. Et donc, on s'est intéressé à ces chercheurs âgés de 30 à 45 ans qui sont en fait de la situation professionnelle et de la situation privée dans une situation un peu dramatique. Je mets des guillemets à dramatique. Pour quelles raisons? Eh bien, d'abord parce que dans leur parcours de vie, dans le moment de leur existence, se joue, à l'occasion de ce mandat de recherche, la validation de leur trajectoire professionnelle. C'est le moment où ils peuvent avoir le sentiment d'être validés dans toutes leurs activités professionnelles et scientifiques passées. Et donc, c'est un moment très fortement investi subjectivement, un moment de fortes attentes. Et les attentes, concrètement, c'est l'espoir à terme d'une titularisation sous la forme d'un mandat de chercheur titulaire du Fonds national de la recherche scientifique ou d'autres titularisations ailleurs, en France ou dans d'autres pays. Et leur parcours de vie, le moment dans lequel ils sont, c'est aussi un moment où eh bien, ils font famille. Ils rencontrent un conjoint ou une conjointe, ils commencent à avoir des enfants et donc ils s'impliquent dans une institution gourmande, tout comme l'université. Et s'ils n'ont pas de famille, c'est en tout cas un moment où la question se pose, notamment pour les femmes, du fait de la nécessité de s'interroger sur le fait de faire ou pas des enfants à l'approche des 35 ans. Et puis, c'est un moment dramatique pour eux aussi, tout simplement parce que le contexte qui était celui des années 2013-2014 et qui est toujours le nôtre aujourd'hui, du point de vue professionnel, est un contexte où les chercheurs sont confrontés à une forte précarité, sont confrontés aussi, je pense qu'on en reparlera dans un instant, à des régulations du travail scientifique où la mesure de la performance passe par la capacité à se rendre mobile, passe par la capacité à produire des résultats sur un temps de plus en plus court, par la capacité à monter des projets et donc à donner une place considérable. Donc, on s'est interrogé sur les expériences de ces chercheurs-là, de ces en regardant si, du point de vue du sentiment d'être performant ou non, d'avoir ces chances ou pas de titulaire, jouait ce facteur de l'articulation travail-famille, de la conciliation travail-famille. On a interrogé en fait 40 personnes, 46 enquêtés. 32 parmi ces 46 personnes étaient parents. Il y avait 18 mères et 14 pères. Et avec ces chercheurs, on a fait un entretien tous les ans sur la durée de leur mandat, donc 3 entretiens, pour saisir un petit peu aussi dans le temps long comment se transformaient un petit peu leurs expériences. Alors, ce qu'on a découvert, je vais le résumer en quelques mots, en quelques minutes, de manière extrêmement caricaturale, j'en suis désolé, mais ce qui résume le mieux probablement ce qu'on a compris de leur situation, c'est l'hétérogénéité très forte qui s'observe au sein de ces chercheurs du point de vue de ce qu'on peut appeler de leur rapport à la carrière. C'est-à-dire du point de vue du rapport qu'ils entretiennent avec leur travail, mais aussi avec leurs chances stables, le rapport qu'ils entretiennent avec l'institution, l'université à laquelle ils appartiennent, les laboratoires auxquels ils appartiennent, les collègues avec lesquels ils travaillent, etc. Donc, du point de vue de ces différents aspects, les chercheurs qu'on a rencontrés se séparent en 4 groupes principaux. Je vais les raconter brièvement et puis ensuite je décrirai les conclusions qu'on peut en tirer du point de vue de la question que j'ai posée initialement. Alors, ces 4 groupes, vous auriez pu, je pense, en vous interrogeant 5 minutes, les trouver a priori puisqu'ils sont assez évidents. Première catégorie de chercheurs, ce sont ceux qu'on a appelés des chercheurs engagés qui donnent à la recherche la absolue sur toutes les autres formes d'investissement qu'ils pourraient avoir, notamment familiaux, de loisirs, etc. Ce sont des gens qui passent leur temps globalement à faire. Ils ont une autre idée de leur travail. Le travail se fait aussi en vacances. Ils peuvent travailler 60 heures par semaine sans aucun problème. Et ils considèrent que la précarité qui précède l'entrée dans un poste stable est normale et qu'il faut y consentir et qu'elle permet de faire le tri, globalement, entre les chercheurs.
Ce sont des chercheurs postdoctorants qui ont eu une trajectoire d'insertion professionnelle rectiligne, sans aucun couac, avec des contrats qui se sont enchaînés, des indicateurs de performance, des articles qui sont parus dans de très bonnes revues, etc. Des chercheurs, j'ai oublié de le dire, c'est important, mais de toutes disciplines confondues, hein, sciences dures, sciences molles, etc. Et ce qui les caractérise principalement, c'est qu'ils sont tous sans enfants, ces chercheurs, souvent célibataires, et lorsqu'ils sont en couple, ce sont dans des couples qu'on peut qualifier d'homogames, donc ils sont en couple, pardon, avec, c'est un lapsus, des personnes qui partagent une activité professionnelle très proche et qui sont en fait chercheurs. Donc des chercheurs, première catégorie, totalement engagés. Deuxième catégorie de chercheurs qu'on a repéré, des optimistes. On les a appelés comme ça parce qu'ils sont en fait dans la situation d'être très investis dans leur travail, mais aussi en même temps très investis dans une vie familiale. Et ils ont des enfants, ils ont des conjoints, ils ont des activités de loisirs. Et s'ils sont optimistes, c'est qu'ils pensent en fait, contrairement au premier, qu'on peut mener de front toutes ces activités sociales sans problème. Ils ont le sentiment qu'ils vont réussir à obtenir un poste stable tout en faisant une famille. Alors, ce qui les caractérise, eux, particulièrement, c'est qu'ils sont dans des situations privées, dans des configurations de vie très soutenantes, avec des conjoints qui sont très compréhensifs et qui soutiennent complètement leur activité professionnelle en consentant, par exemple, à la mobilité internationale, en accompagnant le chercheur dans les endroits où... Troisième catégorie, je vais vite, parce que je pense que vous figurez bien les cas dont je parle, peut-être que vous identifiez aussi à certains de ces cas. Ce sont des chercheurs qu'on a appelés des ambivalents. Ils sont optimistes, sauf qu'en fait, c'est-à-dire ils sont comme les optimistes, ils veulent mener de front travail et famille en même temps, sauf que eux n'ont pas les moyens de faire les deux de manière harmonieuse. Ils sont confrontés à une situation privée où manque en fait une ressource qui les rendrait capables de s'investir à la même hauteur, à l'auteur qu'ils le veulent dans le travail et dans la famille, parce que leur conjoint n'est pas dans la recherche, ou n'est pas enseignant, ou n'est pas dans une situation professionnelle proche, parce que leur enfant est confronté à une santé fragile, parce qu'ils sont isolés familialement, ils n'ont pas leurs parents, par exemple, pour prendre en charge leurs enfants autour d'eux. Bref, ils ne sont pas en mesure de consentir à l'investissement professionnel qu'ils voudraient. Et donc, ils vivent ce qu'on a considéré comme étant un tiraillement. Ils sont tiraillés entre ce qu'il faudrait faire pour le travail, obtenir un poste stable, et ce qu'il faudrait faire dans la famille pour être un bon père, ou en fait, non, pour être une bonne mère, j'y viens dans un instant, mais là, on n'a que des femmes. Et puis, quatrième catégorie sur laquelle je passe vite, des chercheurs qu'on a appelés distants, parce qu'ils jouent le jeu, à une hauteur qu'ils jugent mesurée, ils jouent le jeu du travail, mais ils sont très critiques envers l'institution parce qu'ils ont pris des coups, disent-ils, parce qu'ils pensent que leurs chances sont moindres et donc ils ne veulent pas se sacrifier complètement, sacrifier leur vie privée pour le travail. Et ce qui les caractérise en fait, c'est, je le disais, hein, ce sont des chercheurs qui ont eu des trajectoires d'insertion professionnelle dans la recherche beaucoup plus heurtées, beaucoup plus abîmées, avec une expérience assez forte de la précarité qui était mal vécue. Alors, ces quatre catégories qui sont, comme je vous le disais, assez intuitives hein, et qui renvoient à des choses que l'on peut connaître, ça qui est important en soi. Ce qui est important, c'est un petit peu de saisir les constats qu'on peut en retirer. Et au final, et c'est là-dessus que je vais conclure en quelques mots, hein, au final, ce qui ressort, c'est que pour comprendre l'expérience vécue de ces chercheurs postdoctorants dans une situation où ils s'apprêtent peut-être à devenir des chercheurs titulaires stables, pour comprendre ce qui se joue subjectivement pour eux, on ne peut pas faire l'impasse en fait, sur leur vie privée, sur l'articulation entre leur vie privée et leur vie professionnelle. L'articulation, la conciliation nous est apparue comme un principe qui structure leur rapport au travail et qui structure aussi leur rapport à la carrière professionnelle, à ce que leur carrière peut devenir, ce qu'elle ne pourra pas devenir, au sentiment d'être confiant dans ses capacités ou au contraire au sentiment d'être dans une situation d'échec à venir. Et derrière ce mécanisme, derrière la conciliation travail-famille, quels sont les facteurs sociologiques qui jouent, quels sont les principes sociaux qui sont à l'œuvre? Eh bien, ce sont bien sûr des éléments qui touchent aux ressources économiques à disposition, des éléments qui touchent au fait de bénéficier ou pas de soutien professionnel, d'être dans des bons réseaux, etc. Mais c'est donc aussi le genre et l'origine sociale, puisque, par exemple,
les optimistes, la catégorie des optimistes dont j'ai parlé, sont principalement des hommes, des pairs, en fait, les pairs chercheurs, postdoctorants de notre échantillon, sont ceux qui déclarent une plus grande confiance en eux dans leur chance d'obtenir un poste stable. Et à l'inverse, les mères avec enfants, ce sont celles qui déclarent le moins une grande confiance en elles dans l'obtention d'un poste stable. De la même manière, la catégorie des ambivalents dont j'ai parlé il y a un instant, on n'y retrouve que des femmes, que des mères, qui disent en fait leur insatisfaction de ne pas pouvoir se conformer à la fois à ce qu'elles pensent être recherche, faire de la bonne recherche parce que leurs enfants les en empêchent, parce que des éléments dans leur vie privée les en empêchent, et en même temps qui expriment leur incapacité du fait de leur travail d'être une bonne mère. Et c'est le tiraillement envers ces deux investissements désirés, très fortement investis, qui produit un tiraillement et qui peut, à terme, aussi conduire à faire que ces personnes glissent vers une posture d'avancement envers leur carrière professionnelle. Alors, à tous ces éléments de genre, donc pourraient s'ajouter des éléments qui touchent à l'appartenance sociale, mais que je passe sous silence ici, sur laquelle on pourra revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Mais voilà, j'espère avoir donné quelques éléments pour comprendre l'importance de la vie privée dans le déploiement des carrières scientifiques, vie privée qui est en fait bien souvent passée sous silence dans la manière de raconter les trajectoires des grands chercheurs, où la vie privée finalement n'apparaît très très peu, et les chercheurs apparaissent comme des loups solitaires qui travaillent nuit et jour pour la recherche, en passant sous silence leur vie privée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal Barbier, pour cette introduction vraiment très claire et très riche.